Nous sommes jeudi de la semaine. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour analyser les questions d'actualité. Chers frères et sœurs, membres de la communauté, tous vous savez, c'est dans notre communauté qu'il y a des belles informations. En tout cas, pas ailleurs. Nous le disons chaque jour. Nous allons continuer à le dire. Et nous savons pourquoi nous le disons. Parce que simplement, les analyses qui sont dans notre communauté, les réactions même des membres de la communauté, en tout cas j'aime, les réactions des uns et des autres dans cet espace, vous sentez une certaine responsabilité. Le sérieux dans la manière d'écrire le message avec souci de voir ce pays s'organiser autrement pour l'intérêt de tout le monde. Des gens visiblement instruits. En tout cas, ça me va droit au cœur. Sinon, ça nous va droit au cœur. Parce qu'il y a d'autres que vous ne savez pas les voir. Prochainement, nous allons vous les présenter. Les héros dans l'ombre. Ils sont derrière les caméras, vous ne savez pas les voir. Mais prochainement, nous allons appeler un à un. Vous allez les voir, ceux qui font que nous soyons toujours présents avec vous à travers cet espace. En tout cas, merci. La promesse sera aujourd'hui aussi respectée. Celle de lire toujours une disposition de la condition au début de l'émission. Aujourd'hui, nous choisissons l'article 219 qui dit ceci. Aucune révision de la Constitution, bien entendu, ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Si on ne voit que cette disposition, c'est juste pour vous dire qu'il s'agit ici de la révision de la Constitution. Ce n'est pas du changement de la Constitution. Les gens engagent le débat plutôt là-dedans plutôt, vous allez m'excuser. Il y a certains qui disent on ne peut pas changer la Constitution pendant que nous sommes en guerre. On ne peut pas changer la Constitution en période d'état de siège. Non, l'article parle plutôt de la révision de la Constitution et non du changement de la Constitution. Nuance. En d'autres termes, est-il permis maintenant de changer la Constitution en période de guerre, en état de siège, et ainsi de suite? À partir du moment où nous allons continuer la lecture de la Constitution. Et si on ne trouve pas une disposition claire sur le changement de la Constitution en période de guerre, donc, ce qui n'est pas interdit est permis. Merci. On aborde nos questions d'analyse aujourd'hui. La première, c'est en rapport avec cette question qui nous dérange, qui dérange pratiquement chaque Congolais. La guerre. Avec cette initiative des États-Unis, la trêve humanitaire. Pascal, je vous avais dit ici que moi, je ne suis pas d'accord. Du fait que j'avais déjà vu bien avant qu'il s'agissait d'une stratégie pour faciliter, permettre le Rwanda et le M23 de se renforcer à Kanyabayonga et le reste. Peut-être que les gens n'ont pas compris à son temps, mais je vois les gens aujourd'hui revenir sur cette question. Je vous prends un témoin, vous, membres de la communauté. Depuis quand nous devons alerter? Nous allons creuser cette question et l'analyser ensemble avec vous. Nous chercherons aussi à comprendre, à travers la même question d'ailleurs, la position aujourd'hui de la France face à la MONUSCO, qui souhaite que la MONUSCO ne parte pas maintenant. Les conditions ne sont pas correctement réunies pour le départ de la MONUSCO. Là, c'est la France. Aussi, le point de vue de Kofi Olomide, lorsqu'il a dit que nous ne sommes pas en guerre. Et voilà, il a des problèmes, il est interpellé ou est invité par le CESAC. Le journaliste qui a été avec lui sur le plateau, il est suspendu momentanément de l'antenne de la RTNC. Est-ce qu'il a mal dit? Est-ce qu'il n'a pas seulement employé d'autres mots que ce que nous disons de temps en temps, à partir du moment où nous constatons que ceux qui ont violé, qui sont en violation de toutes les dispositions possibles,
qui sont sur nos terres n'obtempèrent pas, toute décision, toute mesure qu'on prend à la sous-région ou à l'international, mais nous qui sommes victimes de cette agression, de temps en temps, nous obtempérons et avec conséquence, ces gens nous attaquent et nous cédons toujours nos places. Je crois, c'est de cette façon qu'il a voulu le dire, ne n'ayant pas souvent le langage politique, c'est musicien. Voilà, il a tenu le propos de cette façon-là. C'est sa manière d'exprimer l'indignation, comme chaque Congolais qui voudrait voir finalement son État s'imposer normalement. Nous parlerons de l'UDPS, avec la matinée organisée par Augustin Kabouya, qui a réuni pratiquement tous les organes du parti. Il revient lui aussi à cette question de l'Est, tout en invitant les membres du parti à éviter la distraction. Surtout à ce stade du temps où le pays est occupé, le chef de l'État a besoin d'une certaine concentration et non de désordre au sein du parti. Ça, j'ai apprécié Augustin Kabouya. L'autre question, c'est la question sociale. Initiative du ministre des Portefeuilles, Jean-Lucien Boussa. Félicitations. Là, vous avez touché vraiment le fond. Il est allé voir le ministre de la Justice pour, en tout cas, dénoncer une pratique aujourd'hui au sein des entreprises qui consiste aux avocats de ces différentes entreprises d'initier des actions avec les entrepreneurs aux côtés des juges, et cela contre les entreprises. Et la conséquence, on saigne les entreprises. Et nous allons aussi aborder cette question. Et voilà, c'est autour, je veux dire, de ces trois thèmes que nous allons analyser. Le premier thème, sinon la première thématique, c'est en rapport avec la guerre, l'insécurité dans l'Est de notre pays. La guerre nous causée par le Rwanda, l'agression rwandaise, aujourd'hui avec la présence de M23. Le M23, nous parlons M23, mais parlons plutôt de la présence rwandaise sur nos terres. Que devons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Qu'est-ce qui se passe? Quelle attitude nous devons adopter? C'est la fondamentale question. Et cette question qui énerve pratiquement tout le monde, et pousse tout le monde à pouvoir nous questionner. Est-ce que nos forces armées ne sont pas bien formées? La réponse est non, nos forces armées sont bien formées. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous le disons de temps en temps, il s'agit de la traîtrise, surtout au niveau des commandements. C'est plus de 1000 fois que nous avons déjà dit sur ce plateau. Mais la particularité aujourd'hui, c'est en rapport avec la trêve humanitaire initiative des États-Unis. Nous l'avons dit ici, qu'il s'agit d'une stratégie, de notre point de vue, pour permettre au Rwanda, avec le M23 et l'Ouganda aussi, de renforcer leur présence militaire à Kanyabayonga. Et là, ils auront la facilité de mener leurs actions pour attaquer et le Sud Kivu et Goma. Nous l'avons dit ici. Dès le premier jour qu'on a parlé de cette question de la trêve humanitaire, quel n'a pas été notre étonnement? Un jour après, on va attendre le gouvernement dire que il accepte, il obtempère cet appel des États-Unis. Le ministre de la Communication est revenu sur cette question, comme pour apprécier
l'initiative américaine. Et Pascal s'est posé la question, pourquoi seulement maintenant? Et alors que c'est depuis longtemps que nous avons beaucoup de déplacés et laissés à l'indifférence des soi-disant les puissants du monde. Et c'est dans cette analyse que j'ai démontré qu'il s'agit d'une stratégie parce que maintenant on a pris une grande ville, une agglomération où il y a beaucoup de gens, et c'est une occasion pour eux de créer des racines là afin d'attaquer Goma. Et aujourd'hui, quand vous suivez les analyses, c'est pratiquement tout le monde qui le fait, comme Pascal avait fait dès le jour où les États-Unis avaient annoncé cette histoire. Mais on se pose la question, si les gens comprennent cela, pourquoi notre gouvernement ne parvient pas à comprendre qu'il s'agit d'une stratégie pour renforcer le M23? Ici, nous avons suivi même la société civile du Nord Kivu. Alerter. Le malheur avec nous, c'est que moi je pensais que en service d'intelligence, on ne néglige pas l'information, qu'elle soit bonne, qu'elle soit fausse. On la reçoit, on la traite, et finalement on l'apprécie pour prendre des décisions. Mais j'ai l'impression que lorsqu'on alerte le plus de cette manière, souvent chez nous, nous négligeons. Autant avec les différents militaires qui sont à l'Est. Hier, ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des téléphones. Quelqu'un peut larguer, en tout cas, les sons. Mais question de prendre les sons, là, vous l'analysez normalement. Beaucoup d'informations vraies circulent. Hier, on n'avait pas cette possibilité pour les militaires. Mais aujourd'hui, ceux qui sont au fond ont la possibilité de prendre le téléphone et envoyer le message, dire ce qu'ils y voient. Mais ici, à partir de Kinshasa, on semble tout négliger. Et tout en négligeant tout ce qu'on envoie, la conséquence, c'est que nous ne sommes pas bien structurés à l'Est. Alors, maintenant, la société civile alerte. Vous dit que le Rwanda, l'Ouganda a renforcé au moins plus de 450 éléments vers Kanyabayonga et ils prennent d'autres directions pour attaquer et le Sud Kivu et Goma. Pendant que vous êtes en train de vous incliner à la proposition américaine sur la trêve, les autres s'organisent. C'est là où les Congolais ne parviennent pas à comprendre. Comment nous pouvons nous incliner à une telle décision et pourtant, c'est nous qui sommes attaqués. La population en question que les États-Unis voudraient maintenant servir, et à quel niveau? Posons-nous la question. Mais la population n'est pas dans la frontière. En fait, qu'est-ce que je veux dire? La population n'est pas dans la ligne du front. La population est dans la partie congolaise. Mais permettez que vous alliez auprès de la population qui sont dans les camps, mais laissez en même temps que les militaires au front fassent le travail. Mais seulement, moi, je ne veux pas comprendre comment notre pays doit à chaque fois obtempérer à de petites mesures qui, à partir du moment où tout le monde comprend qu'il s'agit des mesures en défaveur de la République, mais nous savons qu'obtempérer. Et lorsque les autres n'obtempèrent pas, quelle fois les États-Unis face à eux? Et donc, aujourd'hui, nous comprenons que ces gens renforcent maintenant leur présence, renforcent leurs capacités. Mais nous sommes en observation, en ayant un comportement des bons enfants face aux États-Unis. C'est vraiment très déplorable. Et vous allez comprendre, je vous avais même dit la fois passée, Pascal, ici nous anticipons les analyses. Et je pense que vous êtes témoins de tout ce que je dis. Nous avons dit ici, les États-Unis, l'ONU substantiellement, les grandes puissances, en fait, si vous voulez, ne sont pas contentes
du départ de la MONUSCO, et surtout lorsqu'on a fermé aussi les bureaux du site Kivu. Et ils vont tout faire pour pousser la guerre, de manière à ce qu'en fait, quand nous puissions dire « Ah non, il n'aurait pas fallu que la MONUSCO parte, c'est la MONUSCO qui nous aidait. » Je disais la fois passée, ici, je crois il y a 1 ou 2 semaines passées. Et la France revient sur pratiquement le propos de Pascal. La France dit ceci, elle plaide pour le maintien de la MONUSCO au nord Kivu et en Ituri. Les conditions qui ont permis le retrait au sud Kivu ne sont pas encore réunies. Ils veulent maintenant justifier encore la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Non Kunda, no job. Je vous avais dit la fois passée. Nous sommes plus dans le présent. Nous ne savons pas naviguer dans les temps. On ne pousse pas nos réflexions. Regardez seulement le comportement des ministres, s'il vous plaît. Quand vous observez aujourd'hui les comportements des ministres de la République démocratique du Congo, du gouvernement actuel, l'orgueil qu'ils affichent, Pascal, je ne comprends rien. Pendant que votre pays est en guerre, c'est le comportement que vous devez afficher aujourd'hui. Les uns marchent comme ça. Je me rencontre avec un ami, on a toujours été ensemble depuis longtemps. Bonjour, Excellence. Ah, bonjour, Pascal. Et il me salue comme ça. Bonjour, Pascal. Plein en lui. Mais tu es plein pourquoi? Le pays est en guerre. Et une attitude d'une personne en guerre. Vous êtes membre du gouvernement. Vous n'êtes pas en bonne période où vous pouvez vous réjouir. Non, vous êtes en guerre. Vous devez afficher un comportement de guerrier. Que vous soyez, je ne sais pas, à l'industrie, que vous soyez au portefeuille, que vous soyez partout, mais vous devez afficher. Vous ne pouvez pas être chaque jour en cravate et en chemise blanche. Non. Moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions changer un peu. Et quand quelqu'un de l'extérieur vient, on sait que la RDC est agressée. On voit le comportement, l'attitude, ou les images qu'affichent les ministres, par leur habillement, par leur orgueil. Mais on ne va pas penser que nous sommes en guerre. Pourquoi vous enorgueillir? Vous n'êtes que des représentants. On vous a choisi pour travailler pour le pays, et surtout en cette période. Mais vous allez vous enorgueillir. Pourquoi? Et ce poste-là, généralement, les gens ne traînent pas. Vous allez faire une année, 2 années, vous partez. Et alors, après? Servez la nation. Le pays est en guerre. Maintenant, on va vouloir traquer Kofi Olomide. Kofi Olomide a dit ce que tous nous disons de temps en temps. Il n'est pas politique, il est musicien, il a son langage. Question de rester dans le contexte. Qu'est-ce qu'il a voulu dire en d'autres termes lorsqu'il dit que nous ne sommes pas en guerre? Parce qu'il constate que les autres, comme nous avons dit ici, attaquent, ne respectent pas les mesures qui sont arrêtées. Que ce soit par la sous-région, que ce soit par l'ONU, que ce soit par n'importe quelle organisation, ils n'obtempèrent pas. Mais nous qui sommes agressés, qui sommes dans nos droits, nous ne savons qu'observer, nous ne savons que reculer, nous ne savons qu'encaisser. Mais il a illustré l'image lorsqu'il voit dans un village les véhicules de M23 entrer et les gens en train de filmer. Si réellement c'est une guerre, en toute réalité, on n'aurait pas ce temps. On n'aurait pas cette harmonie. Lorsqu'il s'interroge de cette manière, on ne peut pas l'en vouloir. Moi, je ne vois pas là où il a mal dit. Ici, il a été animé, de mon point de vue, par un souci de voir aussi son pays être déterminé
à travers son armée, à pouvoir faire face à toute tentative. Mais nous croisons les bras, nous semblons tout observer, tout ce que la fameuse communauté internationale décide. La fameuse ONU décide. Les fameux États-Unis décident. La fameuse France décide. Et nous obtempérons. Je crois qu'il n'a pas mal dit. Nous devons plutôt nous regarder. En toute réalité, nous devons nous regarder. Beaucoup de traîtres dans notre armée. Vous allez les condamner comment? Mais pourquoi on a condamné les 25 militaires de Rendement? Pourquoi? Parce qu'on dit, ils ont fui. Ils ont fui leur position. Ils étaient censés d'attaquer, mais ils ont fui. Pourquoi? Ils n'attaquent pas. Lorsqu'ils n'attaquent pas, c'est qu'il n'y a pas de guerre. Il a voulu dire de cette manière-là. Mais il n'a pas dit ici que le Congo ne connaît pas la guerre. Non. Le Congo connaît l'agression. Kofi sait comprendre effectivement que le Rwanda agresse la RDC. L'Ouganda agresse la RDC. Mais la RDC ne réplique pas normalement. Parce que simplement la RDC veut obtempérer tout ce que la fameuse communauté internationale, les fameux États-Unis, la fameuse France, la fameuse ONU décident. Et des décisions qui sont contre nous. Et les agresseurs n'obtempèrent pas. Seuls nous qui savons obtempérer. C'est pas possible. En tout cas, merci. Ça dérange. Mais que devons-nous faire maintenant? Déjà, nous comprenons ici, la société civile nous alerte, qu'ils ont renforcé leur présence. D'autres prennent la direction, ils commencent par Bouinza, et ainsi de suite, pour encercler ce qu'ils veulent encercler. Et nous, en même temps, à ce moment-là, on fait quoi? On vous a appelé à la trêve, les autres ne respectent pas la trêve, et c'est vous qui voulez respecter la trêve. Vous voulez atteindre quel objectif? Ça n'a pas de sens. À l'UDPS, nous avons suivi 2 jours passés Dr Eteni Longondo organiser un point de presse, mettre en cause la gestion de l'UDPS, tout en récusant Augustin Kabouya, qui aujourd'hui est secrétaire général. En cette période de la guerre, où le parti UDPS censé de prêcher par l'exemple, censé d'être déterminant, censé de pousser même les ministres, aussi même les militaires, à être engagés sur cette question. Mais le parti UDPS nous affiche la distraction. Simplement parce qu'on ne veut pas la tête d'Augustin Kabouya. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais dans sa gestion, mais je pense que la période ici ne mérite pas connaître ce spectacle qu'affiche l'UDPS. Non, c'est pas possible. J'ai aimé le point de vue finalement d'Augustin Kabouya parce que hier, il a organisé la matinée politique. Il a réuni pratiquement les membres de tous les organes du parti. Et il a fait une communication que j'avais trouvée intelligente, moi, lorsqu'il insiste sur la nécessité d'être concentré sur cette question de la guerre. On peut tout dire, s'il vous plaît. Le pays est agressé. L'UDPS qui pousserait les choses, les membres de l'UDPS sont distraits parce que chacun voudrait maintenant avoir le pouvoir. Et pour ça, on doit faire partir Augustin Kabouya. Non, mais attendez. Résolvons la question la plus, en tout cas, gênante du pays, qui est l'agression
la présence rwandaise, la présence ougandaise sur le sol congolais. Avec la pression qu'on a toujours connue l'UDPS par le passé, si aujourd'hui l'UDPS faisait cette pression auprès, par exemple, de l'état-major, démontrer effectivement que nous sommes infiltrés, démontrer effectivement que nous ne sommes pas d'accord avec la mauvaise opération qui s'est faite à l'Est, surtout au front. Mais les gens vont applaudir. Faites la pression auprès du ministre de la Défense. Qu'est-ce qui se passe? Il doit être à mesure également de nous rendre compte, le ministre de la Défense. Cette pression doit provenir de l'UDPS. Et les gens vont applaudir. Mais au lieu de faire ce travail, l'UDPS devrait maintenant être souvent en intelligence avec nos frères qui sont au sud Kivu, à Bunagan, et ainsi de suite, pour qu'on ait de vraies informations et faire pression politique à partir d'ici. Mais non, on n'est pas là-bas. Toujours distrait. Maintenant, c'est Augustin Kabouya, il doit partir. Augustin Kabouya, est-ce que le problème, la priorité, la question de l'Est est là? Qu'est-ce qu'Augustin Kabouya a à voir? C'est la question la plus importante. Le reste, c'est vos positionnements personnels, seulement. Sinon, nous tous cela, nous allions aussi réclamer avec détermination, parce qu'on regarde du combat que nous avions mené. Depuis quand Pascal est dans ce combat? Depuis quand? Je prends tout le monde en témoin. Depuis quand? Depuis quand je suis dans ce combat médiatique? La première chaîne de l'opposition dans notre pays, des émissions politiques présentées à son temps. C'est par Pascal. Nous sommes là, contre Kabila père, contre Kabila fils jusqu'à la fin. Vous avez appris que nous avons bénéficié d'une ordonnance et nous en faisons un problème aujourd'hui. Nous devons nous attaquer à Augustin Kabouya? Non, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est plus important, c'est la situation de l'Est. Trouvons solution à cette question. Le pays est agressé. Le parti ne peut pas être distrait. L'UDPS ne peut pas être distraite. L'infiltration dont on parle là, à l'Est, auprès des militaires, il ne faudrait pas qu'on le dise que ça a entamé même le parti UDPS. Ce ne sera pas une bonne chose. Mais je sais, le linge sale se lave en famille. Il faudrait que des concessions soient faites pour qu'on recrée l'harmonie, que le parti soit géré autrement, que l'unité soit observée, qu'on fasse pression finalement à cette question de l'Est, qu'on sache qu'est-ce qui se passe exactement, qui est à la base, en tout cas, de ces perturbations qui ne permettent pas plutôt que notre armée s'organise très sérieusement. En tout cas, merci. Nous abordons le dernier thème. C'est en rapport avec l'initiative du ministre des Portefeuilles. Vous m'excuserez que je félicite très sincèrement Jean-Lucien Boussa. Pourquoi je le félicite? Cette question d'enseigner les entreprises par des initiatives stratégiques, des avocats conseils d'abord, qui sont souvent en intelligence avec certains entrepreneurs et en fait compte avec certains juges, pour qu'on organise des procès avec des décisions uniques afin de gagner l'argent de ces entreprises pour le compte des entrepreneurs, par exemple. Donc, la complicité part d'abord de l'interne avec les avocats conseils. La complicité dans le comportement de nos juges. Je vais lire alors ce que Jean-Lucien Boussa avait dit. C'est une pratique de prédation ancrée dans les entreprises publiques qui implique leurs agents. Ici, je veux parler des avocats, conseils, en complicité avec les fournisseurs et certains juges de cours et tribunaux consistant à saigner les caisses de ces entreprises à travers des jugements uniques bien boutiqués
Voilà ce qui a poussé Jean-Michel d'aller voir le ministre de la Justice. Cette question, elle est évidente. L'ONATRA paye le prix. L'ONATRA est condamné autant de fois par ses juges. Beaucoup de jugements uniques à l'ONATRA. Beaucoup d'entreprises connaissent ces cas. Jean-Michel Boussa, félicitations, monsieur le ministre. Beaucoup d'entreprises connaissent ces cas. Mais on a toujours observé, on n'a jamais voulu aborder la question clairement de cette manière-là. Je pense que le ministre de la Justice, qui déjà nous avions vu, et malheureusement Pascal regrette parce que les petites mesures prises au début ne sont pas respectées. Je crains que ça soit du spectacle. Vos mesures ne sont pas respectées, monsieur le ministre. Mais toutefois, je souhaite que cette requête vous déposée par le ministre de portefeuille attire très sérieusement votre attention. Attire également l'attention de l'IGF. Pour qu'afin de compte, on décourage ces mauvaises pratiques, afin de permettre aux entreprises de générer normalement les recettes. Parce que le peu de recettes qu'ils génèrent font qu'elles soient obligées de payer maintenant les fournisseurs qui auront gagné des procès à travers ces mauvaises pratiques par des jugements uniques. Et ce qui est très déplorable. Et alors je dis très très déplorable contre le pays. En tout cas, merci. Je souhaiterais, si j'aurais le temps, d'avoir même un numéro d'échange avec Jean-Michel Boussa, parce que réfléchir à cet angle-là, c'est spécifique de mon point de vue. Là, il s'est distingué, il est allé toucher vraiment le fond de la question. En tout cas, merci beaucoup. Et voilà, nous sommes à la fin de notre entretien du jour. Merci, mais sinon, nous avons mis plus l'accent sur cette question de l'Est. En tout cas, conjuguons nos efforts. Soyons sérieux parce qu'il s'agit de notre pays. Évitons la distraction. On ne vous a pas nommé ministre pour que vous puissiez nous afficher l'orgueil. Non. Le comportement que les actuels ministres affichent déjà pendant que le pays est attaqué, Pascal, je désapprouve. Vous voulez vous enorgueillir en face de qui et pourquoi? Pourquoi nous devons toujours nous incliner aux petites décisions prises par l'ONU et par les États-Unis, par la France, ainsi de suite? Et pourtant, les agresseurs ne savent pas respecter. Prenons conscience. En tout cas, merci. On se retrouve encore demain. Et d'ailleurs, vous savez que c'est chaque jour. Nous vous prions toujours, n'allez jamais ailleurs. Restons ici. Au revoir.